La voix du peuple. La voix du peuple. La voix du peuple sur Radio à vous l'été. La voix du peuple, une émission du peuple, par le peuple. Le peuple s'exprime à travers des interviews, analyses et débats sur l'actualité politique et le développement du Togo. La voix du peuple, une émission réalisée et présentée par Sylvain Amos et ses collaborateurs dans la diaspora et dans plusieurs villes du Togo. La voix du peuple. Bonsoir Abidjan, bonsoir Lomé, bonsoir Conakry, bonsoir Dakar, bonsoir à toute l'Afrique. Heureux de vous savoir nombreux à l'écoute de votre émission Fenêtre sur l'Afrique sur Radio Canal K et La Voix du Peuple sur Radio à volonté, la voix de la résistance du peuple togolais. Côte d'Ivoire. Après le boycott de l'élection présidentielle, les élections législatives sont-elles un piège pour l'opposition ivoirienne? Interview exclusive avec Dr Gervais Boga Sako en ligne depuis l'Italie. Au Togo, arrestation des membres du syndicalistes enseignants. Le pouvoir togolais viole-t-il ses propres lois? Réaction, commentaires et analyse avec Maître Raphaël Pandé-Adjaré du mouvement Togo Debout et Alfred Atipoué de Synergie Togo. Et merci de nous être fidèles sur le 3xW canalk.ch et sur Radio à volonté. La voix du peuple. Radio à vous l'été. Interview, analysant, débat sur la situation politique et culturelle africaine sur Radio à vous l'été. Radio à vous l'été. La voix des sans-voix, la voix des opprimés. Radio à vous l'été, la voix de la résistance du peuple togolais. Eh bien, comme annoncé, nous accueillons en ligne depuis l'Italie Dr Boga Sako. Bonsoir. Oui, bonsoir, chers amis panafricains, panafricanistes, si on veut, cher Amos, et je salue toute l'Afrique, tous les auditeurs, en tout cas tous les panafricains qui nous suivent. Dr Boga Sako est président fondateur de la Fondation ivoirienne pour les droits de l'homme et la vie politique FIDOP. Et nous accueillons également en France Maître Raphaël Pandé-Adjaré. Bonsoir. Bonsoir Amos, et je salue tous les auditeurs et toutes les auditrices de la radio à vous l'été. Je salue tous les panafricanistes qui nous suivent. Et Maître Raphaël Pandé-Adjaré est un des rapporteurs, ou bien un des porte-parole du mouvement citoyen Togo Debout. Rapidement, on va commencer avec une petite interview avec Dr Boga Sako, qui est ivoirien. Et Dr Boga Sako, vous le savez, l'année 2020 a été très mouvementée pour les peuples africains en termes de combat contre les troisièmes mandats en Guinée-Conakry, et comme dans votre pays, la Côte d'Ivoire. Au Togo, Fonia Singbe brigue son 4e mandat, et justement l'année 2020 qui vient de s'achever. Dr Boga Sako, quel bilan faites-vous de la lutte du peuple ivoirien contre le 3e mandat de Alassane Ouattara? Je pense que, comme vous venez de le dire, hein, on parle du peuple ivoirien, mais également on parle du peuple guinéen, comme on parle aussi du peuple togolais. Je pense que l'Afrique s'est distinguée par une prise de conscience sans précédent. Je pense que de plus en plus, nos populations ont pris conscience de ce que le pouvoir appartient au peuple. Parce que sans qu'on ne se parle, par les réactions des Ivoiriens, des Guinéens et même des Togolais, je pense que les populations, les peuples africains se disent trop c'est trop, à un moment donné il faut qu'on se lève. Je crois que notre grand combat en tant qu'élite, en tant qu'intellectuel, c'est d'amener nos populations à comprendre que le pouvoir qu'exercent les dirigeants africains ne leur appartient pas, c'est un pouvoir qui appartient d'abord au peuple. Et si les peuples prennent conscience, les dictateurs sur le continent ont des problèmes. Je pense que 2020, sans que nous ayons réussi à bouleverser, à renverser le président
de la Guinée, le président de la Côte d'Ivoire, le président du Togo, au moins, nous avons gagné en prise de conscience parce que les peuples se lèvent. Et comme le Mali l'a montré après le Burkina Faso, de plus en plus, les dictateurs ont des problèmes. Heureusement qu'il y a le Niger, où le président de la République a fait, après ses 2 mandats, a dit qu'il part. C'est déjà une leçon. Je pense qu'il ne faut pas désespérer, parce que le meilleur arrive pour l'Afrique. Les dictateurs, ce sont eux qui vont souffrir. La Côte d'Ivoire est en pleine expérience encore, et M. Ouattara n'en a pas fini. Il a juste quelques mois où il pense qu'il a eu du répit, où il rêve de ce que la tempête est passée, mais le meilleur, lui, est réservé pour demain. Et j'ai dit. Exactement. Quand on parle de bilan, on veut savoir si ça a marché ou ça n'a pas marché, ce combat. L'Ivoirien qui nous écoute va dire quel a été notre bilan, positif ou négatif, en 2020 sur le combat que nous avons mené contre Alassane Ouattara. C'était ma question. Mais oui, j'y ai répondu, mais d'une certaine façon, et je vais reprendre d'une autre façon, peut-être sans doute la plus simpliste. Les Ivoiriens, oui, les Ivoiriens ont gagné en maturité, parce que ce qu'ils ont démontré n'a jamais été vu auparavant dans notre pays. Pour la première fois, un peuple uni s'est dressé contre un dictateur. Le 31 octobre 2020, une élection présidentielle s'est déroulée, soi-disant, dans mon pays, et 90% du peuple s'est dressé et a dit non, il n'est pas allé voter. Et donc, M. Ouattara est l'un des rares présidents dits de la République dans le monde qui aura eu 10% de taux de participation. Et ce taux-là est confirmé par la plupart des médias du monde. Il a eu à sa rescousse la France qui est venue l'aider, mais malheureusement cela n'a pas abouti. Et donc, je félicite le peuple de Côte d'Ivoire qui a suivi l'opposition, parce que l'opposition n'a été qu'en réalité une cellule d'organisation, mais c'est le peuple qui a parlé. Et le peuple s'est, j'allais dire, s'est manifesté très positivement, si bien qu'aujourd'hui, nous sommes à l'aise dans cette Côte d'Ivoire-là, où le peuple a désavoué un dictateur qui a fait 2 mandats tranquillement et qui a voulu s'imposer pour un 3e mandat. Donc notre bilan, il est positif, en ce sens que le peuple a réagi comme il se devait. Toutefois, le dictateur est encore là, ce qui signifie que le combat n'est pas encore terminé. Le combat continue et vous êtes également sur Radio à volonté et Canal K. Et nous, les Togolais, Radio à volonté pour nous, c'est le combat qui continue. Vous l'avez aussi confirmé tout à l'heure. Alors, Dr Boga Sako, en termes de bilan de lutte du peuple ivoirien contre le 3e mandat de Alassane Ouattara, nous allons parler du rôle qu'a joué la diaspora ivoirienne dans son ensemble. Alors, selon des Ivoiriens qui sont sur le terrain, je veux dire en Côte d'Ivoire, ces Ivoiriens qui font face à la dictature de Ouattara, la diaspora ivoirienne s'est plutôt cachée derrière les réseaux sociaux pour lancer des mots d'ordre aux populations, dont certains ont été tués cette année 2020 pendant la crise. Alors selon vous, Dr Boga Sako, et sans langue de bois, la diaspora ivoirienne a-t-elle joué un rôle vraiment prépondérant dans cette lutte que vous avez menée contre le 3e mandat d'Alassane Ouattara? Je peux dire oui. La diaspora a mené la lutte comme il se devait. Cher ami, je suis en exil depuis 10 ans. Je ne suis pas de la diaspora. Je ne me suis jamais considéré comme un membre de la diaspora. Mais mon exil, à cause de la grave crise de 2010, où M. Ouattara a été soutenu par la France, m'a éjecté dehors en tant que militant des droits de l'homme où ma vie était menacée. J'ai parcouru la diaspora dans toute l'Europe. J'ai été invité pratiquement dans toutes les grandes capitales et j'ai fait les États-Unis régulièrement. Je suis bien placé pour dire chapeau à la diaspora. Ceux qui disent que la diaspora se met derrière les claviers pour envoyer les enfants des gens dans la rue, ils se trompent, ce n'est pas vrai. La diaspora que j'ai pratiquée, qui est allée à La Haye, maintes fois, qui a manifesté à Paris, qui a manifesté à Genève, qui a manifesté à New York, cette diaspora ivoirienne, elle a sauvé le combat. En tout cas, avant même le 3e mandat, jusqu'à ce que M. Laurent Gbagbo soit libéré, mais en plus, dans ce 3e mandat. Et dans la lutte contre le 3e mandat, la diaspora n'a pas évolué en singleton. Elle a évolué en concomitance, en partenariat avec toute l'opposition ivoirienne, qui était centrée dans les mains du président Henri Konan Bédié,
mais également lui-même en tandem avec le président Laurent Gbagbo, qui maintenant n'est plus en prison, mais se trouve à Bruxelles. Et la diaspora a tenu le flambeau. J'étais pratiquement sur tous les médias, notamment sur Afrique Média, où mes compatriotes me suivaient en direct, mais on était en même temps à Paris, on a organisé les grandes manifestations. Je me rappelle encore le 15 août 2020, où toute la diaspora ivoirienne, mais également après, on a été soutenu par la Guinée équatoriale, même par le Togo, par toute la diaspora panafricaine, et on a manifesté pratiquement à Paris. Donc, quand les gens disent que la diaspora lance des mots d'ordre pour les gens dans la rue, non, mais on travaillait avec quand on parle de désobéissance civile, c'est l'intérieur, l'opposition à l'intérieur qui a lancé, mais la diaspora a repris cela. Et toutes les chancelleries ont été visitées dans les manifestations. Donc je crois que c'est un mauvais procès. De toute façon, quand M. Ouattara est arrivé et que l'opposition était muselée en Côte d'Ivoire, qui a fait sauver le combat pour que jusqu'à ce que M. Laurent Gbagbo soit libéré? C'est la diaspora. Donc aujourd'hui, les diasporas ont compris qu'elles doivent travailler en tandem avec l'opposition à l'intérieur du pays. Parce que nous ne sommes pas dans le pays, nous sommes à l'extérieur. Mais on ne peut pas non plus se hasarder à lancer des mots d'ordre si on n'est pas en connexion avec l'intérieur du pays. Donc cette fois-ci, dans le combat contre le troisième mandat, M. Bédié, avec Afi Nguessan, qui étaient les deux principaux leaders à la tête de toute l'opposition, ont eu des échos. Et même nous, à l'extérieur, on s'est organisé pour que l'organisation de l'opposition à l'intérieur du pays ait la même représentation à l'extérieur. Je suis à l'extérieur ici avec des anciens ministres, des partisans de M. Gbagbo, des partisans de M. Bédié, des partisans de Guillaume Soro et tout. C'est comme ça qu'on a été organisé. On a réussi un bon partenariat. Il ne faut pas que les gens fassent un faux procès à la diaspora. Tout à fait. On va parler de cette élection législative qui est en train de se préparer en Côte d'Ivoire, et participer ou ne pas participer, c'est finalement une question de réflexion profonde après le boycott de l'élection présidentielle. Alors, nombreux sont ceux qui pensent qu'en participant à ces élections législatives, l'opposition ivoirienne accompagne le légitime Ouattara et son système qu'elle prétend combattre. Alors, Dr Boga Sako, beaucoup d'Ivoiriens se retrouvent de plus en plus confus devant cette situation. Vous, en tant que leader de la société civile, quelle est votre position par rapport aux prochaines élections législatives en Côte d'Ivoire? Je vais être clair avec vous. Cela fait plus d'une dizaine d'années que l'opposition a tout boycotté. Et avec des arguments fiables et contestables. Pourquoi? Parce que celui qui est à la tête du pouvoir, là, en Côte d'Ivoire, là, il ne connaît pas la démocratie. Il ne connaît que la violence. Il ne connaît que la violence. Les principes démocratiques, il s'en fout. La preuve. M. Laurent Gbagbo est acquitté. Il a le droit de se présenter à l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire. M. Ouattara a collé un procès, 20 ans. Donc il a recalé. M. Laurent Gbagbo va toucher la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, qui sort une décision pour dire à l'État de Côte d'Ivoire, remettez M. Laurent Gbagbo dans la course. M. Ouattara dit qu'il s'en fout. Donc, je vous décris là un dictateur. Mais à quelle élection allez-vous aller avec un dictateur et puis espérer gagner? Le monsieur a la commission électorale indépendante dans sa poche. C'est lui qui dicte les résultats. Par exemple, s'il y a 250 députés, il peut dire donnez-leur 30 députés, ou 40 députés, ou 50 députés. Il n'y a pas de démocratie. Donc notre pays est en mal de démocratie. Notre pays est en mal d'état de droit. Notre pays est en mal de mauvaise gouvernance, est en mal de bonne gouvernance, pardon. Qu'est-ce qu'il faut faire? La façon dont nous avons mené le combat contre son troisième mandat inconstitutionnel et que le peuple nous a suivis à 90%, nous aurions dû continuer. Malheureusement, le CNT, le Conseil national de transition qu'on a lancé et qu'il a fait trembler, parce que l'opposition s'apprêtait même à nommer un gouvernement. M. Ouattara est descendu de ses grands chevaux, il a couru chez M. Bédié pour avoir un tête-à-tête. C'était le 11 novembre 2020. À partir de là, le CNT lui-même nous a un peu divisé aussi au niveau de ce que le CNT, ce Conseil national de transition, n'avait pas d'assises juridiques. Mais maintenant où on parle de dialogue national, M. Bédié dit, bon, on laisse le CNT, imposons un dialogue national inclusif dans lequel tous les fils de la Côte d'Ivoire vont se retrouver. On va régler cette question du troisième mandat et puis on va aplanir tous nos différends de sorte qu'à partir de là, on puisse organiser des élections sans qu'il y ait de mort d'homme. C'était la meilleure chose. Malheureusement, M. Ouattara a piégé l'opposition en lançant les législatives.
Et certains ont dû là l'occasion certainement de briguer des postes pour qu'on ne puisse plus rester là sans responsabilité. Docteur Boga Sako, vous pensez vraiment que l'opposition est en train de tomber dans le piège de Ouattara en voulant participer à ces élections législatives? Exactement, parce que si son troisième mandat est inconstitutionnel, en créant le Parlement et puis en y introduisant les députés, même s'il y a 2 députés seulement de l'opposition, mais on a légitimé, on a régularisé son troisième mandat. Pourquoi? Parce que l'exécutif, il fonctionne sur la base du législatif. Parce que j'explique en tant qu'enseignant que exécutif là, ça veut dire exécuter. On exécute les lois que le Parlement nous donne. Or, dans le Parlement là, l'opposition va y entrer. À partir de là, vous ne pouvez plus dire qu'il n'est pas, son mandat n'est plus validé. Puisque vous allez lui donner des lois qu'il va appliquer. En appliquant là, finalement, vous le reconnaissez. En rentrant dans le jeu, vous le reconnaissez. Pour moi, il aurait fallu continuer de le combattre. La manière dont nous avons bloqué les présidentielles, on aurait pu bloquer aussi les législatives. Et en ce moment-là, vous allez voir que dans la plupart des villes qui lui sont défavorables, on n'allait même pas avoir d'élection. Il n'y aurait pas eu de députés. Et sauf dans le Nord, où sur les 250 députés, il peut y avoir 80 députés. Mais en ce moment, il serait obligé de revenir sur la table des négociations pour que nous puissions organiser les législatives dans les autres départements. Voilà un peu ce qu'on n'a pas pu faire. Et là, on s'en va l'accompagner. Et vous allez voir qu'il va nous donner quelques députés. Et on n'aura plus le droit de dire que son troisième mandat n'est pas consommé. Hélas. Exactement. Merci beaucoup, Dr Boga Sako. Vous allez quand même rester avec nous pour continuer le débat panafricain dans cette émission Fenêtre sur l'Afrique sur Radio Canal K et sur Radio Avouleté. Nous accompagne également dans ce débat Maître Raphaël Pandé Adjaré, qui est un des porte-parole du mouvement citoyen Togo Debout. Et Maître Raphaël Pandé Adjaré, justement, vous avez suivi Dr Boga Sako sur la situation sociopolitique en Côte d'Ivoire. Et on va résumer la situation de l'Afrique francophone sur ce plan. 54 ans de pouvoir de Faure Gnassingbé au Togo, 54 ans de règne également des familles Bongo au Gabon. Beaucoup de pays africains, on parle de présidence à vie. En 2021, comment les peuples africains doivent-ils réorienter la lutte selon vous, Maître Raphaël Pandé Adjaré? Vraiment, j'ai suivi avec attention le docteur Boga Sako, qui a dit une chose qui est très très importante. Et ce qu'il a dit que je dois noter, c'est que en 2020, si les peuples togolais, ivoiriens et guinéens n'ont pas pu renverser les présidents Faure Gnassingbé, le président Alassane Ouattara et le président guinéen Alpha Condé, ce n'est pas un échec. Les peuples africains ou les peuples togolais, ivoiriens et guinéens n'ont pas démérité. Mais ils ont fait asseoir ce qu'on peut appeler désormais, Amos, une prise de conscience générale et généralisée que Alpha Condé, Faure Gnassingbé et le président Ouattara sont en train d'exercer des mandats illégitimes, même illégaux. Ces personnes ou ces chefs d'État, s'ils sont aujourd'hui encore au pouvoir, c'est parce qu'ils ont instrumentalisé la force armée et la justice, donc les institutions. Ils ont fait en sorte que ces institutions qui devraient protéger le peuple soient acquises à leur cause. Et donc, eux-mêmes, ils sont conscients qu'ils ne sont pas les élus du peuple. Le président Faure Gnassingbé n'est pas l'élu du peuple togolais. Le président Alassane Ouattara n'est pas l'élu du peuple ivoirien. Le président Alpha Condé n'est pas l'élu du peuple guinéen. Et c'est tellement clair dans les esprits, c'est clair dans leur propre esprit que aujourd'hui, les peuples de ces différents pays doivent s'enorgueillir. Même si les dictatures existent, eh bien, je crois que la durée de vie de ces dictatures n'est plus encore loin.
Maître Raphaël Pandé Adjaré, je vais reformuler ma question puisque les auditeurs attendent beaucoup de réponses de la part des panafricains puisque on se dit un peu désabusé, fatigué de ces luttes contre ces dictateurs africains. Alors comment les peuples africains doivent-ils relancer le combat de libération en 2021 lorsque plusieurs chefs d'État ont verrouillé pratiquement tout leur système électoral et imposent des élections à leurs oppositions et à leur peuple. Le boycott des élections profite plutôt aux dictateurs et en même temps, ces élections n'ont pas de sens aux yeux des peuples africains qui ont perdu toute voix dans le choix de leurs dirigeants. Maître Raphaël Pandé Adjaré. Amos, je dis tout simplement que les peuples africains n'avaient pas de mérité. En 2020, les peuples africains ne doivent pas se résigner par rapport au combat. Les peuples africains doivent penser, surtout, je donne l'exemple de la Côte d'Ivoire, du Mali, de la Guinée et du Togo pour dire qu'ils doivent penser, ces peuples doivent penser qu'ils ont gagné un combat d'étape. C'est une étape du combat, la prise de conscience, qui veut que l'on sache que ces gens qui sont à la tête de nos pays ne dirigent pas le pays dans l'intérêt des populations, mais dans leur propre intérêt et dans l'intérêt de ceux qui les maintiennent au pouvoir. C'est un combat d'étape. Au Togo, de Lomé à Saint-Cassé, du nord au sud, de l'est à l'ouest, tout le monde sait que Faure Gnassingbé n'a pas gagné l'élection présidentielle du 22 février 2020. C'est la même chose en Côte d'Ivoire, c'est la même chose en Guinée. Donc cette prise de conscience que le pouvoir que ces gens exercent, ces chefs d'État exercent aujourd'hui, c'est un pouvoir légitime, doit nous donner encore une nouvelle force et une nouvelle vigueur à persévérer dans cette lutte et à ne pas se résigner, à dire que nous avons gagné un combat d'étape, soudons nos coudes, ayons les coudes franches, ne nous résignons pas, continuons ce combat jusqu'à ce que on puisse renverser cette dictature qui veulent faire de la direction des affaires de la cité ou de la direction des affaires de l'État une propriété privée. Donc pour moi, il ne suffit pas de relancer un combat, Amos. Il suffit de continuer une bataille que nous avons entamée depuis et que maintenant peut-être il faut savoir quelle orientation donner. Parce que je me dis, si nous pensons que 2020 pour les peuples guinéens, togolais et ivoiriens a été un échec, il faut dire qu'il faut recommencer le combat. Non, il ne suffit pas de recommencer un combat. Il faut continuer un combat pour dire que nous avons fait l'expérience et nous avons pris conscience que ces personnes en réalité ne valent plus et ne gèrent pas le pays dans l'intérêt des populations. Continuons ce combat. Ne tombons pas dans leur piège. Et c'est ce que mon confrère a dit tout à l'heure, dans les poursuites des préparatifs des élections qu'ils organisent. Les législatives qui se profilent à l'horizon en Côte d'Ivoire, au Togo, on veut organiser les élections régionales. Nous sommes sortis d'une élection. Nous sommes dans un contentieux électoral. Ce contentieux n'est pas fini. Et on veut organiser encore une élection. Mais, si le contentieux électoral de 2020 n'est pas encore terminé tout simplement parce que les règles qui ont présidé à l'élection, à l'organisation de l'élection présidentielle de 2020 n'étaient pas bonnes, comment on peut croire à des élections régionales qui se profilent à l'horizon? Je me répète. Maître Raphaël Pandé Adjaré, mais le boycott, le conseil est fait, je vais quand même vous relancer, le boycott des élections profite plutôt aux dictateurs africains. Amos, je ne parle pas du boycott. Ça fait la deuxième fois que je le dis sur votre antenne. Je ne parle pas du boycott. Je voudrais dire, Amos, je donne pas l'exemple de l'ANC. La dernière fois quand j'ai écouté M. Éric Dupuis a dit, ce qui s'est passé le 22 février 2020, c'est tout sauf une élection. Je le cite, c'est tout sauf une élection. Et donc son parti, l'ANC, a demandé qu'on réorganise l'élection présidentielle. Que ce qui s'est passé, ce n'est pas une élection, il faut réorganiser les élections. C'est la même chose que la dynamique, Monseigneur Kodjo revendique, c'est la même chose que les autres partis politiques de l'opposition. Cela voudrait dire que ce qui a conduit au pouvoir de Faure Gnassingbé actuellement au Togo n'est pas une élection,
Et donc ce pouvoir est illégal et illégitime. Maintenant, Amos, si on doit être cohérent envers nous-mêmes, comment ce pouvoir, dans les mêmes conditions, va nous appeler à d'autres élections régionales et nous allons courir vers ce pouvoir? C'est la question que nous devons nous poser. Et donc, si nous voudrons gagner ce lutte, il faut que, excusez-moi, il faut alors lui donner un certain sens, un minimum de cohérence dans les actes que nous posons. Nous ne pouvons pas dire que le pouvoir qui nous régente est un pouvoir illégal et est un pouvoir illégitime, et tout le monde le sait. C'est une affirmation, c'est vrai que c'est un pouvoir illégitime. Et quand ce pouvoir veut organiser des choses qui engagent l'avenir de la nation, eh bien nous courons vers ce que nous qualifions comme illégaux, ce que nous qualifions comme illégal. Nous devons donner un sens aux élections en Afrique, en Côte d'Ivoire, au Togo, en Guinée. Si les élections sont organisées pour que ceux qui sont là légitiment leur pouvoir, mais il ne s'agit pas de parler du boycott. C'est une question de cohérence. D'accord. Et donc moi je dis, OK. aujourd'hui, ce que nous devons faire, c'est donner un sens aux élections, c'est donner un sens à la lutte. Pour donner un sens aux élections, il faut alors redonner aux élections le sens que l'article, je crois, 22 de l'article 21 de la Déclaration universelle des droits de l'homme leur donne, à savoir des élections libres, des élections périodiques. Mais ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, ce qui s'est passé au Togo, ce qui s'est passé en Guinée, n'est pas d'élection libre. Ce n'est pas d'élection. Amos, lorsqu'on fait les élections, au moment où on est en train, d'abord, les candidats envoient leurs membres dans les bureaux de vote, on les chasse des bureaux de vote. Ensuite, au moment de la compilation des résultats, on encercle les candidats, la maison ou bien le domicile des candidats. En Guinée, on a encerclé le domicile de Sédou Dalein Diallo. En Côte d'Ivoire, on a encerclé le domicile d'Amphi Nguessan. On a encerclé le domicile de Bédier. Au Togo, on a encerclé le domicile d'Agbeome. Mais comment vous voulez que ces dictateurs qui viennent encercler vos domiciles au moment où on est en train de faire le décompte des voix, comment vous voulez compétir avec ces gens? C'est de cela qu'il s'agit.